D'ordinaire, sur cette chaîne, je vous parle des rois sans couronne. Là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une tête couronnée qui était vraiment pas un roi du jeu d'échecs. On va parler de Napoléon. On va parler de sa rencontre avec un personnage de l'histoire du jeu d'échecs un peu particulier. Alors évidemment, quand on pense à Napoléon, on pense au génie de la guerre, de la stratégie, à toute cette aura du fin stratège. Lui-même se prenait pour un fort joueur d'échecs apparemment. Il adorait le jeu. Il a laissé quelques parties qu'on peut trouver en ligne un peu à droite à gauche. J'ai choisi de me focaliser sur une partie contre l'automate turc. Alors il y en a peut-être qui savent ce que c'est dans les viewers. Là, en gros, c'était un espèce de canular à l'époque, en pleine arrivée de la révolution industrielle. Il y a un mec, un Allemand, qui a mis au point un automate, en gros, donc on est au début du 19e. Ça se présente sous la forme d'une machine, vous allez voir les photos, avec un espèce de mannequin à l'effigie d'un Turc, avec un turban, une pipe, machin, tout un espèce de décor un peu orientalisant pour symboliser en gros un robot, un automate turc qui serait imbattable au jeu d'échecs. Il le présentait comme ça. En gros, la machine roulait. Il y avait le mannequin de l'automate sur le côté, l'échiquier et en face le joueur. Et en fait, évidemment, c'était un canular de l'époque, donc il y avait un mec qui était coincé à l'intérieur dans le compartiment de la machine et qui, avec un jeu de miroir, arrivait en fait à voir la position sur l'échiquier et qui était un très fort joueur d'échecs, donc il arrivait à fumer tout le monde. Le but du projet, c'était quoi? C'était de troller en fait tous les gens riches et puissants de l'époque, puisqu'ils faisaient des espèces d'exhibitions où en gros ils prenaient des thunes pour jouer aux échecs, ils rasaient tout le monde. Et les mecs en face étaient hyper naïfs, étaient persuadés qu'ils jouaient contre un robot turc. Sauf qu'évidemment, le fort joueur à l'intérieur massacrait tous les. Parce que c'était des hommes politiques ou des hommes d'affaires ou des mecs comme ça qui jouaient contre le robot, qui se faisaient un kiff, quoi. Mais évidemment, ils se faisaient massacrer complet. Et en même temps, ils admiraient une espèce de prouesse technologique, sauf qu'on est bien avant, évidemment, Internet, tout ce que vous voulez. Donc, ça me paraît hyper naïf, moi, avec le recul, cette histoire. Mais voilà, il y en a plein qui se sont fait avoir pour ce truc-là. Et l'automate les a tous massacrés, évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, évidemment, Napoléon, il avait un gros ego et que affronter une machine comme ça devait le piquer. On va avoir une partie où il a perdu, il a perdu avec la manière en plus. Et à la fin de la partie, apparemment, l'histoire dit qu'il aurait voulu faire bander les yeux de l'automate, donc d'un mannequin, en étant persuadé que les yeux bandés, le mannequin n'arriverait pas à le battre. Ouais. Alors qu'évidemment, vu que c'est un mec caché à l'intérieur, il s'est refait raser tout de suite après. On va passer à l'analyse de la partie, on va voir, on va se mettre dans la peau à la fois de l'adversaire, enfin donc de l'automate et de Napoléon, on va analyser tout ça. On va passer à l'analyse de la partie entre Napoléon et donc le Turc. Donc Napoléon, elle est blanc, et l'automate turc, ou plutôt le fort joueur qui se cache dedans, elle est noire. Et donc on a une partie pion-roi, et au deuxième coup, Napoléon joue Dame F3. Alors, pour les plus avertis d'entre vous, je pense que Dame F3, ça fout déjà la migraine comme coup. Donc Dame F3, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais normalement, c'est pas ce qui est recommandé évidemment dans les ouvertures. On sort plutôt les pièces mineures vers le centre. Et déjà à l'époque, les bons joueurs avaient compris ce truc-là parce qu'on est après Philidor, on est après tous ces mecs-là qui avaient un peu formalisé les premiers principes du jeu d'échecs. Mais pour Napoléon, il joue Dame F3 en se disant on verra bien, il va peut-être essayer de faire Fou C4 pour menacer Mat en 2, etc. Et donc il va avoir une mauvaise surprise. Cavalier C6, Fou C4 menace Mat. Et donc là, on a Napoléon qui en fait joue comme mon petit-neveu qui a 4 ans et demi, quoi, qui essaie de menacer Mat en 2 à l'ouverture. Cavalier F6 défend le mat. Et là, si on fait déjà un premier bilan, on voit que les noirs, ils ont sorti 2 pièces mineures vers le centre sur les cases naturelles. Les blancs ont joué Dame F3 qui crée un embouteillage un peu bizarre et qui gêne Cavalier F3 à tout jamais. C'est pas dramatique, mais c'est pas ouf comme début. Cavalier E2, ça va. Fou C5. Et là, A3. A3, c'est le deuxième avertissement, on va dire. Et quand on joue contre un très fort joueur, normalement, si on joue Dame F3 qui perd un temps suivi de A3, en général, le train est déjà passé pour la partie, c'est déjà foutu, quoi. A3, c'est un coup qui viole tous les principes, c'est-à-dire que ça sort pas de pièces, ça se passe loin du centre, ça perd un temps. C'est catastrophique pour l'instant, la gestion d'ouverture. D6, bon coup de la part des noirs, Roc, c'est un bon coup. Fou G4 attaque la dame, et là, tout de suite, ça se complique, parce que Napoléon joue Dame D3, et là, si on regarde, donc on a cette dame qui a bougé 2 fois, qui a un horrible plot devant le pion D2, qui gêne absolument la sortie du Fou C1. Tout ça, là, on est sur un embouteillage. Là, on est sur la rocade à Toulouse. Pour ceux qui sont toulousains, on est sur la rocade à 18h. C'est terrible. Donc, Dame D3, ça gêne absolument tout le développement des pièces blanches. Et surtout, en fait, on peut voir que les noirs, ils ont sorti toutes leurs pièces. Il leur reste que à roquer, ils ont fini la phase d'ouverture, alors qu'ils ont un temps de moins au départ, quoi. Donc, il y a un gros problème. Et là, avec les noirs, il a déjà commencé à. Il aurait pu roquer, mais il choisit d'envoyer. Il joue cavalier H5. Et cavalier H5, il y a une idée très simple, c'est qu'il va aller s'installer sur la case F4, après avoir éliminé la pièce qui contrôle la case F4. Donc H3, donc Napoléon ne comprend pas ce qui lui arrive, il incite les noirs à faire ce qu'ils ont prévu de faire, et donc les noirs sont bien contents d'échanger et de planter un cavalier en F4. Et là-dessus, la position elle va encore se compliquer, parce que Napoléon choisit de jouer Dame E1. Et là,
la position elle est vraiment catastrophique. Parce que là, la dame en E1, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle est loin de la défense du pion C2, c'est ce sur quoi il va appuyer tout de suite. Et surtout, elle ne va pas du tout pouvoir participer à la défense du roi, et on va voir que ça va très mal se passer. Cavalier D4, menace de rentrer en C2 et de gagner tout le matériel possible sur l'échiquier, donc il menace de prendre un pion, fourchette, fin du monde pour les blancs. Fou B3 pour protéger la fourchette en C2. Bon, là déjà positionnellement, ça va plus du tout, parce qu'on peut prendre en B3, C prend B3, il y aura des pions doublés, tout ça c'est pas terrible, mais en fait il y a encore plus méchant dans la position, c'est ce que le joueur noir a spoté tout de suite. Cavalier prend H3 échec. Cavalier prend H3 échec, c'est une tactique assez jolie. L'idée c'est quoi? C'est que après pion prend, en fait il y a cavalier F3 qui tout de suite récupère la dame qui avait rien à faire en E1. Et ça souligne le coup bizarre, en gros la bizarrerie du coup du choix de Napoléon au coup précédent, quoi. Donc cavalier prend H3, évidemment il l'a vu avec les blancs, enfin évidemment il l'a vu, il a joué roi H2, dame H4. Donc toujours le même truc, c'est-à-dire qu'on vient incrémenter la pression sur le roi, et si les blancs acceptent le sacrifice, cavalier F3, échec à nouveau, remporte la dame en E1 qui avait rien à faire là. Donc dame H4, il a joué G3, mais bon, c'est la même histoire. Cavalier F3, échec. Roi G2, cavalier prend dame, échec, donc pas le temps de collecter la dame des noirs en H4. Et après tour prend, il n'a plus qu'à convertir la partie, il a une dame nette de plus, et il a toujours l'initiative en plus. Dame G4, D3, il prend F2, il enlève donc la défense du pion G3. Et donc là, maintenant, c'est une partie, on dirait une partie entre des petits poussins dans les clubs d'échecs, les jeunes qui ont 6-7 ans, qui se prennent toutes les pièces, qui vont jusqu'au mat, parce que dans les vrais tournois, les mecs vont pas évidemment jusqu'au mat. Et après dame prend G3, roi F1, il n'a plus qu'à reculer le fou, et en fait là, le roi est complètement piégé. Et on voit qu'il y a le mat qui arrive très vite en E2 comme ça. Bilan, si on peut tirer deux conclusions de cette partie. La première, c'est que Napoléon était nul aux échecs. La deuxième, c'est qu'il faut sortir ses pièces à l'ouverture, pas bouger la dame 30 fois en ouverture en milieu de partie, parce que la dame, en fait, c'est une pièce vulnérable, c'est une cible dans le camp de... Enfin, au milieu de l'échiquier, c'est pas une pièce qui participe à l'action au début normalement. Donc je vous invite dans vos parties à faire attention à pas trop bouger la dame, pas rebouger plusieurs fois la même pièce et à pas faire de trou devant le roi.